stars. Devant Margaret Mead et aussi, bien sûr. Mais les grandes stars, c'est Heinz von Förster. Tout le groupe là, qui a tourné autour de Norbert Wiener dès le départ. Oui, et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement il y a beaucoup d'articles sur Mamie's où Bateson est mentionné à différents moments. Et oui, c'est un peu le gourou de la cybernétique. C'est étonnant, tu trouves pas ça étonnant? Oui, quand on compare au reste de ses développements, entre autres en anthropologie, ça c'est une espèce de tangente technologisante qu'il a prise, mais c'était en partant l'air du temps, à la fin des années 50, il y a aussi la montée de Noam Chomsky en linguistique qui est tout à fait l'idée qu'on peut l'idée de computation, de réflexion logique par étapes, développement de règles, la grammaire de Montag qui a été montée en sémiologie, en sémiotique et linguistique, ouais, exact, qui est revenu. Donc cette idée de logique était très présente. Par contre, le côté invasif de la technologie était le côté plus négatif. Le versant publicitaire, très critiqué par Paul Chamberlain, de façon indirecte dans le discours, mais de façon indirecte en réutilisant des slogans dans ses collages. L'idée de critique de l'envahissement de la vie privée. Je me rappelle à mon souvenir un article dans Mamie's qui parlait de la télévision justement comme quoi ça avait le potentiel d'amener des informations supplémentaires aux gens, mais aussi le potentiel de les abrutir. Parce qu'il y a une sélection de l'information qui est mise dans la télévision. Tu as travaillé pour un grand quotidien, tu sais aussi bien que moi que c'est aussi l'idée de McLuhan, The Medium is the Message. Encore un grand nom. L'idée de la cage dorée de McLuhan qui a fait son chemin aussi dans ces années-là. Ce qui est très intéressant, c'est que je ne me rappelle pas en tout cas avoir rencontré la mention de la vision heideggerienne de la technologie à cette époque-là. Je crois pas, parce qu'il y a beaucoup de mentions d'Heidegger pour le rapport au temps, entre autres à l'histoire, comme quoi une espèce de révisionnisme, pas au sens négatif de la Deuxième Guerre mondiale, mais comme quoi l'histoire est peut-être différente de ce qu'on a pu voir, surtout avec la montée des religiosités davantage orientales. On s'est rendu compte qu'il y avait tout un bagage de connaissances qui n'existait pas parce qu'il n'a pas été transmis en Occident. Mais la vision heideggerienne, beaucoup moins. J'essaie de réfléchir rapidement. Je ne me rappelle même pas chez Chamberlain qui était le plus susceptible d'avoir lu un peu de Heidegger. Je ne me rappelle même pas qu'il ait mentionné quoi que ce soit jamais. Il est cité, mais pas par rapport à ça, de ce que je me rappelle. J'ai fait un inventaire de citations quelque part, mais je ne crois pas avoir... C'était très étonnant, parce que le Gestell de Heidegger aurait pu vraiment faire partie de cette critique en général de la technologie qui court dans la contre-culture. Oui, parce que l'idée de technologie est intimement liée, pour moi à l'époque, avec la notion de réseau. Justement, il y a eu le Mamie's réseau qui a été créé, l'idée qu'on peut créer des contacts par les technologies entre les individus, que ce soit par des appels téléphoniques. Il y en a qui parlent justement que ça permet de créer des rapports humains à distance, l'accessibilité de l'information, que ce soit par les périodiques ou de personne à personne. Donc il y a un côté extrêmement positif à la technologie, mais il y a le versant invasif, un peu à la George Orwell. Donc il y a un peu de tout, alors que justement, si on regarde à Berkeley, il y a eu... ou à Caltech, il y a eu des montées des années 70, le début des activistes à l'époque. Et puis n'oublions pas, il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger, n'oublions pas aussi comme dès 1968, toute la technologie Internet est déjà en train d'être utilisée en Californie. Oui, sauf qu'ici, on ne l'a pas. Sauf qu'ici, on ne l'a pas. Ici, ce qu'on a, on a le vidéo qui commence à prendre de l'allure un peu avec le vidéographe. On a des moyens de production technique pour faire Mamie, c'est-à-dire les composantes électroniques, puis les caméras. C'est encore un mode analogique, on n'est pas digital. Ouais. Non, c'est ça. Et au niveau musical, je crois qu'il y a la patente à l'époque qui prêtait des studios, ou je sais qu'il y avait un organisme communautaire qui prêtait entre des studios pour la création. Il y avait l'agence de presse libre du Québec, sur laquelle on pouvait travailler avec leur caméra, qui était sur le papier ici.
Mais il y avait un essor quelque part. Tu sais, quand on a décidé de rentrer à IBM chez vous, Pour la thématique, j'y pense subitement, pardon de t'interrompre. Dans les pages du répertoire, enfin, le seul tome des deux qui est paru, il y a une table des matières idéales. Et je pense qu'on a mis dans cette table des matières idéales le résumé de tout ce qui a intéressé de la contre-culture à notre époque. Donc en 75-76, par là. On a tout mis là. Parce que là, il y a tout le premier tome, celui qui est paru, et aussi tout le tome 2 qui devait paraître et qui n'a pas paru, malheureusement. Est-ce que vous avez conservé les épreuves de... Non, on n'a pas reçu les épreuves de ça, non, c'est dommage. Mais je jetterai un œil parce que j'ai noté les pages où paraît ce répertoire du Style planétaire dans les numéros de Mainmise. À mon souvenir, c'est dans début année 75 ça commence à apparaître de façon régulière environ. Un appel à la contribution régulière. Ouais, et ensuite des petites chroniques par toi, Georges Cal le plus souvent. Ouais. Une fois de temps en temps, je crois qu'il y a Michel Bélair qui s'immisce. Sur le côté communauté. C'est ça ouais, ou des fois c'était simplement écrit Michel, je savais pas si c'était Michel Chevrier, Michel Bélair. Donc des fois dans mes données, c'est écrit Michel, entre parenthèses, Chevrier ou Bélair. Parce que bon, des fois sur 200 mots, je peux pas différencier par le style, alors ouais, que c'est trop difficile. Exact. Dans d'autres cas, c'est disons beaucoup plus accessible. Bon, alors, refermons temporairement ce côté thématique, puis rouvrons. Attends, oh, il est en bon état ton exemplaire, dis donc. il est encore fait fort. Et puis rouvrons celui que tu avais ouvert sur ta démarche. Parce qu'au Oui. fond, c'est pour ça qu'elle est aujourd'hui. En fait, ma démarche veut en partie se distinguer d'une approche purement sociologique, ce qu'ont très bien fait Jean-Philippe Warren et André Fortin dans leur ouvrage où ils s'interrogent sur le discours et pratique de la contre-culture au Québec, comme le dit le titre de l'ouvrage. Il y a plusieurs autres thèses qui ont paru dans les dernières années sur l'américanité de la contre-culture québécoise, ou sinon sur les dispositifs typographiques employés par la contre-culture, donc le rapport texte-image notamment. Il y a eu beaucoup de jeux qui tiraient parfois vers le formalisme, ou des fois des textes sont quasi illisibles à cause soit des couleurs utilisées dans la revue Logos, parfois c'est en rose fluo sur orange fluo. Ah oui, c'est incroyable. Donc il fallait que je mette ça en noir et blanc et que je joue avec les contrastes pour être capable de lire. Des textes de Denis Vanier dans la revue QQ, où des fois c'est que tu as des images extrêmement perturbantes, mais le texte est par-dessus, donc tu es obligé de voir l'image pour lire le texte. Donc il y a certains assauts qui sont faits. Moi, ce qui m'intéresse, une démarche qui est à la fois inspirée par la sociologie de la littérature et en partie inspirée de la sociocritique. Donc la différence entre les deux, c'est que la sociologie de la littérature part, comme le nom le dit, de la sociologie. On part du social pour aboutir au texte, alors que en sociocritique, on fait l'inverse, on part du texte pour y étudier la création d'un social. Alors, quand on parle de sociologie de littérature, je fais une analyse par réseau. Il s'agit, comme le nom le dit, de faire plein de petits embranchements. Qui connaît qui, à quel moment, et de faire une espèce de cartographie. Ce que je fais essentiellement par les revues. Donc, j'ai analysé, mon souvenir, 14 revues. J'ai fait le dépouillement complet, tous les articles écrits conjointement, les gens qui travaillaient ensemble. Donc, il faut aller voir jusque dans le mode de fonctionnement des revues. Parce qu'il y en a qui donnent l'impression qu'ils ont une équipe de rédaction fixe, mais dans les faits, il y a un éditeur qui se charge de tout et l'équipe de rédaction envoie ses propres textes. De telle sorte que les gens ne se connaissent pas nécessairement. Ils connaissent celui qui est chargé, donc le directeur en général. Alors qu'il y en a comme Mainmise, que c'était une commune. Donc on sait que les gens se connaissent physiquement, ne serait-ce que par écrit, qui communiquaient les uns avec les autres. Donc une fois qu'on crée ces réseaux-là, on peut amplifier tranquillement. Et voir quels sont les liens entre les revues. Parce que des fois, il y a eu des mouvements massifs, une revue qui permet d'en créer une autre. En général, c'est des revues anglophones qui en ont fondé des francophones, ou pratiquement, il y en a 4 ou 5 pour lesquels ça a été le cas. Et j'essaie de faire, je sais pas,
une analyse quasi biologique avec, quand on regarde la classification linéenne des espèces, j'essaie de voir qu'est-ce qui est apparu à quel moment et a été influencé par quoi. Ce qui me permet de faire un premier état du fonctionnement de la littérature au Québec. Par contre, le problème qui vient assez rapidement, c'est que dans les années 70 au Québec, beaucoup de maisons d'édition et de groupes sont concentrés dans un petit secteur. Beaucoup sur la rue Saint-Denis, il y avait même les éditions du jour. Donc, dans le quartier latin, il y avait une grosse concentration. Donc, c'est impossible de faire un vrai cercle. Voici ceux qui étaient dans la contre-culture. Tout le monde se promène entre les formalistes, les gens qui s'identifiaient davantage à la contre-culture, ceux qui s'identifiaient à rien, ceux qui étaient davantage plus proche de la poésie du pays. Donc, c'est un énorme bassin où il n'existe pas de vraie circonscription. On peut en faire une en partie artificielle par les revues. Je redouble ça avec des entrevues avec les acteurs de l'époque, ce qui me permet parfois de voir soit des tensions ou de déboulonner des mythes qui ont été montés avec le temps. Donc, ça me permet d'assouplir l'idée de réseau. C'est comme si je partais avec une grosse balle de cage à poules et que je m'amusais à comprimer pour que ça ait une forme qui est plus vraie et moins artificielle. Et ensuite, je m'intéresse à des ouvrages ou des textes d'époque où on met en scène les acteurs de la contre-culture. On peut penser entre autres à Embarque mon amour, c'est pas une joke de Pierre Léger, où il y a parfois des florilèges de noms, qui est avec qui, à quel endroit, et bon, on voit une certaine forme de micro-société qui se crée. Morse à mort de Patrick Straham, où c'est là qu'il donne les noms de totems à tout le monde. Dans Vin rouge de Lève de Moon. C'est que ça passe. Ça passe vite, hein? On en est combien? 3 fois, là? Oui.